De retour pour vous jouer des mauvais tours, avec aujourd'hui un nouvel épisode dans lequel nous continuons notre série de podcasts autour de la réalisation de son projet musical. Donc aujourd'hui, on va attaquer la post-production, avec tout d'abord l'édition musicale. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui, c'est parti! Let's go! Et pour commencer, du coup, on va faire juste une brève explication de ce qu'est l'édition musicale. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes ce qu'est l'édition musicale, s'il te plaît? Donc, l'édition musicale, dans le cadre de la production musicale, c'est la première étape de post-production. Et on peut traduire, on peut vulgariser le terme édition musicale par montage, en fait. Donc, c'est un peu semblable au montage image. On va aller couper des séquences, s'assurer que les transitions entre chaque séquence s'enchaînent proprement. Voilà, mais c'est un peu plus complexe que ça aussi, parce que dans l'édition musicale, qu'on peut aussi appeler editing, qui vient de l'anglais, il y a aussi le fait de replacer assez précisément temporellement les éléments, les pistes, les unes avec les autres, pour travailler le groove, la musicalité des éléments, et pour aussi avoir plus de clarté dans le propos à la fin de la production. Bien sûr, oui. Donc, on va faire un bref historique parce que voilà, aujourd'hui, on a des méthodes d'editing qui sont bien sûr accompagnées par les avancées technologiques. Les avancées technologiques, on en a parlé brièvement dans d'autres podcasts, si vous voulez les suivre d'ailleurs et les écouter, sur tout ce que ces avancées ont pu apporter au monde sonore. Et donc, pour l'édition musicale, du coup, ça a eu aussi un énorme impact entre l'édition analogique et l'édition numérique qu'on a aujourd'hui. Donc pour ça, on va faire un petit retour en arrière aux origines de l'édition analogique. C'est ça. Et donc l'édition analogique se faisait sur bande. Et donc c'était plus complexe que maintenant, parce que la problématique qu'il y avait, c'était que les bandes, quand on les manipulait, on pouvait faire des opérations destructrices dessus et en fait perdre l'enregistrement qu'on avait au préalable. Et donc après, il y a la possibilité de faire des doublons et tout ça, mais ça fait que c'était beaucoup plus compliqué que de faire pomme C, pomme V, tout simplement. Et donc ça nécessitait aussi d'avoir, de se faire la main sur la découpe de bandes et sur les machines, et donc plus de temps d'apprentissage que maintenant, où assez rapidement on peut faire de façon autonome la partie de l'édition. Plus que le mixage, par exemple. C'est aussi important aussi de remettre un peu dans le contexte où aujourd'hui, si on veut enregistrer, on a, dépendamment de la puissance de l'ordinateur, finalement, on peut enregistrer des pistes sur des pistes sur des pistes, on va dire à l'infini, puisque tout est numérique. Mais il faut rappeler que, par exemple, sur les premiers albums des Beatles, on travaillait avec 4 pistes. Ça veut dire qu'on pouvait enregistrer que, en gros, 4 micros simultanément, et encore, on ne pouvait pas les spatialiser comme on voulait exactement. Voilà, c'était soit 2 bandes à gauche, ça veut dire dans l'oreille gauche, et 2 bandes dans l'oreille droite. Donc voilà, et puis il fallait vraiment fabriquer avec très peu de ressources à l'époque, au début de l'édition. Ça fallait que la pré-production et au moment de l'enregistrement, les choses soient bien carrées, bien pensées. Parce qu'après, en post-production, on avait moins la main, la possibilité, même si maintenant, on verra souvent au début de l'expérience, au début de quand on commence à se faire une expérience, que ce soit dans le visuel ou dans l'image ou dans le son, quand on a un problème lors de le moment de production, il est facile de se dire, on verra ça en post-prod. Malheureusement, parfois... fonctionner comme ça va plutôt nous mettre dans des situations compliquées, voire impossibles, enfin pas impossibles, mais très difficilement. C'est ça, oui. Si on peut éviter, tant mieux en fait. Voilà, donc on va s'en sortir très difficilement, mais parce que voilà, on se dit, grâce aux outils, tout est possible. Donc l'idée, c'est quand même de savoir que par rapport à avant, énormément de choses sont beaucoup plus simples et sont possible alors qu'avant elle ne l'était pas, mais tout n'est pas possible en post-production. C'est ça, il faut essayer de garder un peu en tant que pour les professionnels, en tout cas si vous êtes musicien, des professionnels que vous allez croiser, ça peut être aussi une caractéristique importante. Est-ce qu'ils ont on va dire ce sérieux qui date de ces années-là, de l'époque analogique, parce que maintenant on a beaucoup plus de facilité à faire ce travail d'édition, mais voilà, il faut pas tomber dans ce confort maintenant qui est l'édition numérique. Et donc voilà, après ce court résumé de l'édition analogique,
Maintenant, grâce donc à ces avancées technologiques qui nous permettent justement de faire de l'édition numérique sur ordinateur, cette étape s'est grandement simplifiée justement. En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on l'a un peu vu lors du Home Studio quand on a parlé du DAW, là, donc du Digital Audio Workstation, qui est le séquenceur audio numérique. Mhm. Quand on a parlé de ça, on a parlé des différentes fenêtres, et donc la fenêtre d'arrangement, la fenêtre de table de mixage, la fenêtre pour faire l'édition audio et MIDI, là, qu'on va plus parler dans le détail un peu plus tard. Mhm. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette forme de logiciel, en fait, calque l'univers des studios analogiques. Exact. C'est aussi pour ça que ça a pu s'implanter dans les studios et devenir une norme. C'est parce qu'elle s'est construite sur un système qui existait déjà, qu'elle a numérisé, mais qui était la même chose. Oui, il ne faut pas oublier que tout ce qui est constructeur de matériel, ou que ce soit de programmes, software, ou alors que ce soit du hardware, comme on dit, pour les machines physiques, les constructeurs pensent avant tout aux personnes qui travaillent dans ces studios et qui ont leurs techniques qui viennent sûrement déjà de l'analogique. Donc dès qu'il y a des avancées technologiques dans un domaine, c'est très souvent calqué sur le modèle analogique pour justement qu'il n'y ait pas de galère, pour que les personnes qui travaillent dans le milieu puissent continuer d'exercer tranquillement et de la même manière leur métier. Ouais. Et puis il y a plein de choses. Bon, alors là, certes, c'est quand même peut-être un petit peu plus dans l'enregistrement, mais il y a quand même plein de choses qui, avec les séquenceurs, sont devenues possibles. Qui était aussi possible avant, mais qui était quand même plus compliqué à mettre en place, c'est de faire du re-re, comme on dit. On va l'appeler re-re parce qu'on ne sait plus le mot officiel. Et donc, en gros, c'est une technique qui a pour but de se placer juste avant la séquence qu'on veut enregistrer, une mesure ou deux mesures avant, et donc de pouvoir répéter ça si la prise n'est pas bonne, et donc d'être beaucoup plus productif et d'aller beaucoup plus vite. Et ça reste que c'est au moment de l'enregistrement, mais il y a une dimension sur une forme de fonctionnement de l'édition un peu quand même. Ouais. C'est grâce aux avancées dans l'édition que maintenant c'est devenu simple de pouvoir le faire, ça. Voilà. Plutôt que de sortir une bande, faire un enregistrement, arrêter la bande, changer de bande, etc., ou prendre une bande vierge. Là, on peut faire tourner en boucle, aller prendre un café, laisser le musicien gratter sur sa guitare pendant 1 heure, et au moins on aura une prise à un moment. Donc là, on va commencer maintenant à parler un peu des méthodes pour faire de l'édition musicale. On va commencer avec les éléments percussifs. Donc on appelle les éléments percussifs, c'est soit les sons qui sont issus de la batterie. Donc, ça peut être la grosse caisse, la caisse claire, les hi-hats, etc., etc. Les cymbales, toms, et toutes les autres percussions qui peuvent se trouver autour d'une batterie, les chimes, les trucs comme ça. Voilà. Après, il y a aussi des instruments de percussion. On va parler de shaker, conga. Bongo, les cloches, les maracas, les tablas. Tous les tambours. Les tambours, ouais. Voilà, et puis après, il y a aussi des sonorités percussives plus numériques qui vont être celles des groovebox, des boîtes à rythme. On a parlé déjà dans le dernier épisode. Voilà, si vous avez regardé le dernier épisode, on en parle pas mal justement des sampleurs. L'avant-dernier épisode, exactement, ouais. Sur les sampleurs, les boîtes à rythme, et qui eux-mêmes sont calqués sur les autres instruments percussifs, mais maintenant qui, grâce aux avancées technologiques toujours, nous permettent d'être plus productifs. C'est ça, c'est l'épisode sur le Home Studio. Exactement. Et dans les éléments percussifs... Ce qu'il faut prendre en compte d'un point de vue d'édition, exact. Ça va être l'attaque du son. Alors, qu'est-ce que l'attaque des sons? Pour ceux qui ne savent pas, l'attaque. Les sons ont un profil général. Oui. Qu'on va appeler qui s'appelle le profil ADSR. Oui. Attack, decay, sustain et release, qui donc veut dire l'attaque du son, le départ du son, le premier signal qui arrive à nos oreilles, quoi. Puis après... Sur la vidéo, vous pouvez voir un exemple tout de suite. Regardez ce que c'est une belle attaque, une belle ADSR. Exact. Et après, le decay, c'est la petite chute du son d'après attaque. Bien sûr. Le sustain, c'est le maintien du son dans le temps. Combien de temps il va rester? Et le release, c'est quand il arrête, c'est son temps d'arrêt avant qu'il soit plus perceptible. C'est ça, oui, le temps de sortie, on va dire, du son. Voilà. Une reverb, c'est une forme pour augmenter un temps de release. C'est ça, exactement, oui.
Donc ça va bien faire attention à l'attaque de ces sons. Et là, on parle bien sûr des éléments percussifs. On verra pour les autres éléments comment ça se passe, mais pour les percussifs, bien faire attention à son attaque. Exact. Ça peut donner une dimension totalement différente. Faire attention aussi quand il y a, par exemple, si c'est toute une boîte à rythme, tous les éléments, s'il y a plusieurs éléments qui ont des sonorités différentes. Il y a Jacques Roulet d'ailleurs qui va nous en parler de sa façon dont lui fonctionne, mais il les sépare pour avoir un meilleur contrôle de chaque ADSR de chaque élément. Non, de chaque élément. Il va d'accord. séparer, il va mettre, en tout cas, il met à part le kick et un autre élément qui va nous dire qui peut être issu d'une boîte à rythme pour avoir la main sur juste le kick, les sonorités, pour pouvoir modifier uniquement cette sonorité-là. Oui. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui cherche vraiment une précision justement dans chacun de ses samples. Voilà. C'est ça. Et après, une autre chose qui est intéressante à noter sur l'aspect d'édition des éléments percussifs, c'est que c'est typiquement les genres d'éléments qui vont nécessiter d'être très précis sur le placement temporel sur la grid, parce que en les replaçant même un tout petit peu en avant ou en arrière, c'est là que on va dégager on va aérer la prod ou on va créer un groove. C'est des transformations très fines, mais qui vont vraiment impacter le résultat final sur la prod. Exactement, ouais. Tous ceux qui font dans le style un peu groove, ça veut dire, ça peut être la funk, ça peut être le hip-hop. Voilà. Si certains connaissent Jay Dilla au niveau de ses beats, c'est très très important de travailler le groove. Ça varie énormément, c'est jamais trop. On va dire, pour Jay Dilla par exemple, c'est vraiment un gros travail sur le groove et c'est assez impressionnant de voir la précision du placement de toutes ces percus justement, que ce soit le kick, snare, etc. etc. Donc oui, travaillez bien sûr la DSR, travaillez le placement temporel qui vous convient. N'hésitez pas à faire des expériences avec ce déplacement temporel dans votre édition. Oui. Après, voilà, tu parles de Jedila un peu plus moderne, il y a peut-être Ketranada. Exact. Aussi dans cette même Flying Lotus, mais un peu aussi en school. Qui sont un peu dans cette esthétique-là et qui prennent une attention particulière sur le groove et sur l'aspect tight des éléments rythmiques. Sinon, au niveau un peu plus instrument réel, je cite un batteur que j'aime bien, pour ceux qui Chris Daddy Dave, qui lui est juste un malade sur le placement de tous ces éléments percussifs, donc de sa batterie. C'est assez impressionnant. Regardez sur YouTube n'importe quelle vidéo de Chris Dave ou Chris Daddy Dave pour regarder ça, c'est assez impressionnant son placement. Et donc pour finir sur les éléments percussifs, on va écouter Frédéric Marquez tout d'abord et ensuite Jacques Roulet qui vont nous parler un peu du traitement que eux, ou alors les concepts qui sont importants pour eux dans leur création avec les éléments percussifs. Ouais, dans l'édition de ces éléments. Exactement. C'est d'accorder les batteries à la gamme. C'est-à-dire le kick à la note fondamentale de la gamme du morceau et les caisses claires, même les charlets, les accorder dans la gamme du morceau parce que ça change beaucoup le mix. Quand c'est pas accordé, c'est beaucoup plus difficile de mixer et d'avoir un mix correct et transparent. Donc ne pas oublier d'accorder ces batteries. J'ai plus qu'un sampler dans mes tracks. J'ai déjà un kick supplémentaire en plus du sampler et un snare supplémentaire que je vais déjà doser individuellement. Donc, je vais avoir, mettons, kick, snare vraiment à part l'un de l'autre. Et à côté encore les drums, donc les hi-hats, les percussions, les toms, les crashs, les rides, tout ce qui va être accessoire et pas central dans le mix. Je vais les sommer ensemble. Donc, je vais faire mon pré-mix. Et ça, après, j'y toucherai plus. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon kick, mon snare et mes drums. C'est 3 pistes différentes, tout ça. D'accord. Et tu mets tom et hi-hat. Cymbales. Ouais, tout ça, tous ensemble. Si j'ai déjà prémixé ça généralement. C'est-à-dire qu'en fait, le tom, hi-hat, cymbales, c'est assez rapide à mixer. Je sais où est-ce que je vais les placer. Ils sont placés. Et après, j'ai une piste qui récupère tout ça. Puis, j'ai plus qu'à jouer après derrière sur mon groupe de drums qui va être avec le kick, le snare et toutes les autres drums. Donc là, je vais mettre un compresseur qui, lui, va prendre tout ensemble. Donc, j'ai généralement 3 pistes à peu près pour mes drums dans mon grand groupe. Donc voilà, pour les éléments percussifs, bien penser à accorder à la tonalité du morceau ces éléments et à épurer pour ne garder que l'essentiel. C'est ça, exactement. Et donc maintenant, on passe aux éléments harmoniques. C'est ça.
On parle d'éléments harmoniques, on a décidé de mettre la basse dans les éléments harmoniques. Mais c'est une vision, c'est pas obligatoire, c'est juste pour nous, on a décidé de fonctionner comme ça. Mais sinon, on parle d'éléments harmoniques, en fait, ceux qui vont un peu faire le fond du titre et qui vont donner le propos, la cadence musicale. Ouais, un peu comme une base musicale. Enfin, on sait que la percussion, tout ce qui est élément percussif, on peut le compter dedans. Mais pour nous, là, pour faire simple, on va compter l'harmonie dans tout ce qui est base et qui va soutenir ensuite tout ce qui sera mélodique, tous les éléments mélodiques. Et donc, ça sera cette première base. Voilà. Dedans. Par exemple, si on fait une analogie avec la vidéo, l'action, ça va plutôt être les éléments mélodiques qu'on verra juste après. Mais par contre, le décor qu'il y a dans le fond de l'image, les autres, les successions de plans, enfin de plans. Oui, de plans, carrément. Voilà. Ça, on va dire que c'est les éléments harmoniques. Exact. Donc dedans, du coup, comme on disait, on compte les sons de basse, mais également aussi les nappes synthétiques. Donc pareil, on en a parlé un petit peu de ça dans le dernier podcast. Dans les éléments synthétiques, on compte les pads, les synthétiseurs, etc., les drones, etc. On a les sons de type instrumental. Donc on va compter dedans les violons, les sections de cuivre, les orgues et même les voix. Quand on dit voix, on veut parler de Bach. On veut parler même plutôt de voix de type ambiance, comme les chœurs ou. Oui, ouais. Voilà. Ok. Bach ou ce serait chœur. des sons longs qui resteraient sur une note, dans lequel il y aurait peut-être plusieurs voix, plusieurs layers de voix, Bien sûr, ouais. où il y aurait les harmoniques et tout ça pour oui, faire, des chœurs de gospel, des trucs comme ça qui peuvent faire les accords. Et donc quand ça. on parle aussi, donc comme je disais, de sons de drones, voilà, les drones c'est un peu semblable à une nappe, mais on va dire quoi, il y a un côté plus synthétique peut-être, plus évolutif, il y a un côté très aléatoire dans ces sons de drones. C'est ça. Ils ont un profil d'évolution de sonore qui va être plus aléatoire qu'une nappe. C'est ça, ouais. Mais ça reste que c'est relativement similaire. Disons que c'est des nappes modernes, en fait, les drones. Les nappes, généralement, c'est un peu plus, on va dire, c'est comme droit, des accords plaqués. Quoi. Oui, c'est des accords plaqués qui restent tout le long. Il peut y avoir une certaine différence, mais voilà, contrairement au drone, ça va être plus tight, plus linéaire. Voilà, donc ça sera pour tous les éléments qui se situent plutôt en arrière-plan de tout l'espace musical de la musique. Voilà, et donc ce qui va être important lors de l'édition de ces éléments-là à prendre en compte, c'est également leur profil, leur enveloppe sonore, leur ADSR, et ainsi que leur dynamique, mais l'ADSR des éléments harmoniques n'a pas du tout la même tête que pour les éléments percussifs. Enfin, il peut, mais souvent, l'attaque des éléments harmoniques est plus longue que pour les éléments percussifs et le release également. Par exemple, les éléments percussifs peuvent avoir une onde qui ressemble plus un peu à un cône qui va, on va dire, s'amoindrir de plus en plus, tandis qu'une enveloppe sonore d'éléments harmoniques peut être un seul bloc direct. Enfin, ça peut avoir plusieurs formes différentes. Donc, bien sûr, la DSR et le traitement de la dynamique en général sera très différent et adapté à chaque élément harmonique. Dans les éléments harmoniques, on peut aussi considérer les ambiances qui sont mises en boucle. Oui. Et donc là aussi, quand on fait l'édition de mise en boucle d'un élément sonore, il faut prendre en compte l'entrée et la sortie de son pour ne pas avoir soit de clic numérique, soit avoir une baisse de niveau parce qu'il y a un fade, in et fade out qui fait qu'on passe par zéro pour après remonter au niveau normal. Oui. Là, à la vidéo, là tout de suite, vous pouvez voir la différence entre du coup un élément percussif là qu'on vous a montré tout à l'heure et là du coup un élément harmonique. Et voilà, pour vous montrer un petit peu la différence. Comme ce sont des éléments qui peuvent avoir un profil d'une enveloppe sonore longue avec donc un temps d'attaque long. Oui. Parfois, en fait, on va être amené à replacer un petit peu temporellement le sample à l'avancée pour être sûr que quand c'est le premier temps, que le son est déjà présent et pour asseoir dans le temps le propos harmonique, l'évolution harmonique. Bien sûr, oui. Voilà, et pareil aussi avec la chute du son, ça reste que c'est les éléments les plus compliqués à
éditer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, faut penser un peu à la base d'une maison, un petit peu. C'est faut que ça soit du coup solide et bien travaillé pour vraiment créer votre ambiance. Si vous avez des bons éléments percussifs et une bonne mélodie, mais que vous n'avez pas un peu cette, comment dire, un peu comme une guitare rythmique face à une autre guitare qui serait lead, qui ferait un solo. Voilà, s'il y a juste le solo tout seul, ça perd énormément en puissance du coup. Donc voilà, bien faire attention à l'édition de ces éléments harmoniques. Voilà, et comme nous avons mis la basse dans ces éléments-là, il est quand même important de la mettre un peu à part parce que c'est un instrument important et atypique. Mm. Et donc, et sur lequel il y a des techniques d'édition qui diffèrent des éléments harmoniques plus traditionnels. Ouais. Donc, pour bien éditer une basse, il est conseillé de laisser la batterie ou en tout cas le kick pour s'assurer que les notes sont bien tight, elles arrivent au bon moment par rapport au kick et qu'ensemble, kick et basse commencent à faire une musicalité, un groove. Et donc, il va peut-être être nécessaire de replacer temporellement de façon assez fine la basse en rapport avec la batterie. C'est le premier élément. Et après, le deuxième élément qui va aussi faire beaucoup, c'est que il y a le temps de départ sur la grid au moment où la note est actionnée, mais il y a aussi sa durée et la fin de ce son-là. Et ça aussi, la durée est essentielle pour la construction du groove et pour la clarté, pour ouvrir en fait laisser plus de place dans le mix et ne pas le rendre sourd ou vrombrissant ou confus, quoi. Exact, ouais. Oui, c'est ça, ouais, brouillon, qu'on entende juste une sorte de grosse snap, à part si vous faites de la noise music après. Oui, voilà, mais ça dépend des voilà, styles. c'est ça. Mais bon, on va dire sur des styles un peu plus classiques, voilà, que si vous avez une note de basse qui mange sur le temps suivant ou quelque chose comme ça, ou qui est plus courte pour laisser justement plus d'air et d'espace au reste, ça peut apporter énormément à votre groove. Si jamais vous êtes sur de la pop ou de l'électro, au niveau composition, commencez toujours par votre kick bass. Votre drum and bass sera le plus important. Si vous avez une basse, même au niveau des sonorités, je veux dire, et des placements qui ne correspondent pas à votre kick, ça sert à rien d'aller plus loin directement. Surtout pour l'électro, si votre basse ne correspond pas avec votre kick, s'il n'y a pas une harmonie au niveau du rythme et au niveau de la sonorité, vous avez déjà un premier problème. Et même si vous rajoutez 10 000 éléments rythmiques ou même harmonieux ou alors mélodiques derrière, ça va pas bien rendre. Donc bien équilibrer votre basse avec votre kick au niveau ADSR, au niveau justesse, au niveau placement. Dynamique aussi. Dynamique, ouais, aussi également. Voilà, et la dernière famille d'éléments sonores, ça va être les éléments mélodiques. Les plus importants, qui sont pour certains. Qui sont, disons, ils sont mis sur le premier plan sonore, et puis ceux qui font entendre les mélodies, les thèmes de notre composition. Et ils sont aussi bien parce qu'ils reposent justement sur les éléments harmoniques et rythmiques surtout. Exactement, donc dans ces éléments-là, il y a bien entendu la voix, ça peut aussi être le premier violon, la guitare, la flûte ou même le piano, du moment qui sont mis sur le premier plan sonore et qui font entendre des lignes mélodiques, on les considère comme étant des éléments mélodiques, tout simplement. Oui, ceux qui posent un peu le thème, le gimmick de votre chanson. Donc ça, c'est les éléments mélodiques. Voilà, et d'ailleurs par rapport à ça, on va écouter Jacques Roulet qui va nous expliquer quel type d'édition il applique sur les voix. On l'écoute. La voix, déjà, voilà, c'est sûr, s'il y a de la voix, je vais vérifier en fait ce que je vais garder essentiellement. Si je veux un petit peu de A, un petit peu de. Bref, tout ce qui va autour de la voix qui n'est pas intelligible, mais qui fait partie de la sensation vocale. On va supprimer la majorité, mais en garder un petit peu pour garder un côté naturel et humain dans la prise, qui va aider ensuite à l'écoute, et même qui est plus agréable en fait, qui accroche plus l'oreille. Généralement, avec la voix, ce qui se passe, c'est que j'ai mon instru, ma voix, je la rajoute après, si c'est dans ce cadre-là, et je vais tout éditer vraiment à part. Je vais couper un peu d'instru s'il faut laisser de la place à la voix. À certains endroits, ça peut arriver que ça rentre en conflit et on veut toujours garder la voix en avant. Les voix que j'utilise sont beaucoup traitées
Et donc, j'ai une piste d'effet. Après, si je veux rajouter ma piste de vie, je peux, mais sauf qu'elle va déjà être envoyée dans cette piste d'effet généralement. Donc, ça va avec un tout en fait. Ma piste de vie fait ma piste d'effet. Comme je fais de la musique électronique, c'est plus axé sur ça. Après, si c'est une musique qui avait été plus naturelle, j'aurais vraisemblablement beaucoup plus utilisé oui, une piste naturelle, d'effet naturel avec la voix que j'aurais séparé de ma piste chantée. Une respiration, soit en générer plein, 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 on n'est pas à une près. S'il y en a une qui a un bon volume que je vois que j'ai déjà, je vais aller la chercher et puis je vais la poser là. Ok. Ça m'évite de faire une automne de volume, parce que généralement, quand on fait des automnes de volume, après, on oublie qu'on les a faites. Si on clique avec la souris un peu n'importe où, on peut arriver à accrocher une automne qu'on n'a pas envie d'accrocher. Ça m'évite d'avoir des surprises. Et puis de faire des pommes Z ou des contrôles Z beaucoup plus intempestifs. Oui, c'est vrai que les choix des respirations ou non à certains moments, ça change énormément de producteur en producteur, de style en style. Voilà. Il y en a qui préfèrent les garder pour garder le côté, on va dire, humain, et il y en a qui vont les retirer totalement. Je sais pas, on va dire dans les trucs un peu plus électro, bien produits à la Daft Punk par exemple, il y a peu de voix de respiration. Sur les trucs un peu pop, où c'est centré, on va dire, où la musique est centrée sur le chanteur et donc sur ou la chanteuse et donc sur la voix, là on va peut-être laisser un peu plus d'humanité et de respiration par exemple. Et donc maintenant, pour suivre dans l'édition, on va parler un petit peu des fondus. Alors, petit rappel aussi qu'on appelle fade en anglais. Donc, le fondu, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre de modifier l'enveloppe sonore du son. Il peut être en transe, ça veut dire il va transformer l'attaque des sons, Mm. ou c'est aussi pour enlever le bruit de fond, tout Ouais, ouais. simplement. On enlève, en fait, quand on fait un enregistrement, on enregistre tel instrument dans une pièce qui va jouer de la 30e seconde à la 45e seconde, puis après d'une minute à 1 minute 15. On enlève au moment du début de la post-production de l'édition musicale, on enlève ces 30 secondes de vide, on met un fade à la fin de la région, au début de l'autre région, pour ne pas avoir le bruit de fond, parce que si on a cette piste-là qui fait un bruit de fond, plus une autre, et au final il y en a 15, 20 On se pistes, retrouve avec énormément de et on bruit. se retrouve avec beaucoup de bruit de Ça fond. s'additionne, ouais, bien sûr. Et ça fait qu'on perd la profondeur dans le mix, on perd la profondeur, et puis on passe d'une forme d'un son haute définition à un bas de définition en fait. Ouais, mauvaise définition. Voyez ça un petit peu comme des montées et des descentes progressives en volume, par exemple. Si vous avez par exemple des prises voix et que la prise finit par un hop, ou alors une petite respiration, mais que ça casse un petit peu le rythme et ça paraît un petit peu buggé par rapport à le sample ou la prise qui suit. Voilà, utilisez bien les fade in, fade out, fondu entrant, fondu sortant, ou alors même le fameux crossfade ou le fondu enchaîné. Donc là, on a un exemple de fade-in, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc ça, voilà, qui permet de modifier l'attaque des sons. Maintenant, là, on a notre fade-out, permet de modifier le release des sons, donc la fin des sons. Et en dernier, un exemple de crossfade. Et ça, voilà, ça permet de lier les deux, ça fait un fade-in et un fade-out à la fois, voilà, pour mélanger la fin d'une région et le début d'une autre. Tout à fait. Et un dernier point aussi, c'est qu'en mettant des fades, on s'assure aussi de ne pas avoir de clic numérique. Exactement, oui. À la fin des régions ou au début des régions. Et pareil, c'est pour avoir une meilleure qualité de production à la fin sur notre composition. Moi, je pense que ça peut vous aider notamment sur vos crossfades. Sur vos entrées directement et sorties, vous pouvez être vous pouvez utiliser le fondu normal, mais voilà, on va dire que pour les crossfades, ça peut être intéressant de connaître les différents types de fondus. On va d'ailleurs là écouter Jacques Roulet qui va dans un premier temps nous parler de la façon dont il fait de l'édition musicale de façon plus globale, mais à un moment il va nous parler de comment il fait avec les fades, et dans un deuxième temps il va nous expliquer quel type de fade il utilise le plus souvent et sa vision de comment faire un fade tout simplement en fait. Très bien, on l'écoute. Je vais exporter déjà toutes mes pistes une par une pour m'assurer que j'ai bien tout en audio. Je vais rien garder en MIDI parce que généralement le MIDI, tu peux avoir des surprises. Il y a souvent des surprises. Un synthé, c'est l'ordinateur qui bug au moment où tu vas le jouer. Il peut lâcher des sons incongrus. Donc vraiment tout passer en audio. Ensuite, après, fade in, fade out, les intros, enfin le début de ta région audio et la fin de ta région audio pour chaque instrument, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de clip.
Le faire, évidemment, s'il y a déjà utilisation d'audio à l'avance, fade in, fade out, pour bien rentrer et pas se retrouver avec des choses qu'on ne veut pas avoir à la fin et qui ne vont pas être mixables. Puis après, je m'organise par groupe d'instruments. Je vais regarder où est-ce que je peux mettre des silences, où est-ce que je peux garder peut-être des choses qui ne sont pas forcément tout le temps utiles sur toute la longueur du morceau. Il y a des moments où il y a des parties qui se répètent, où on peut supprimer certains instruments pour aider à faire des breaks ou à donner un peu plus de groove. Voilà, donc c'est sur ça que je vais faire attention. La majorité des choses est déjà composée, mais on peut toujours rajouter une petite couche de création par-dessus en nettoyant encore une autre fois. Faire un petit élagage supplémentaire. Généralement, je mets Power Equal, là. C'est au niveau du voltage, là, que ça se fait. Donc, je prends pas plus la tête que ça. Si ça sonne bien, après, c'est bon. Si je commence à trop être tatillon sur le crossfade, après, je pars généralement un peu trop dans la précision inutile. Ce qui compte, c'est d'avoir un truc, ça marche. Et puis, si à l'oreille, on entend que ça marche, on peut s'arrêter et passer à autre chose. Hein. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Donc voilà pour Jacques et son utilisation du fade. Donc très rapidement, on va juste dire qu'il existe en gros quelques formes de fade différents. Il y a le fade linéaire qui va faire donc soit une augmentation, soit une diminution constante du volume au cours du temps. Sinon, il va y avoir le cosinus, qui lui est un fade doux et musical, et qui fonctionne de façon exponentielle, où en gros il y a une augmentation de volume franche pour si c'est un fade-in au départ, qui va s'adoucir au cours du temps pour arriver à son niveau max. Et par contre, une diminution douce au départ, mais qui va s'intensifier fortement à la fin. Et donc, c'est un fade qu'on considère, comme je viens de le dire, doux et musical. Et donc sinon, il y a le sinus, qui lui, c'est un peu l'inverse. C'est qu'il y a une augmentation du volume doux au départ qui va s'intensifier vers la fin pour un fade-in. Une diminution du volume franc au départ qui va s'adoucir au cours du temps pour un fade-out. Et ça va faire que ça va faire une impression sonore d'un fade assez agressif, qui va plus modifier la couleur du son que le cosinus. Ça peut vous être utile, par exemple, si vous avez des clics au niveau d'une prise, mais que vous voulez retirer les clics. C'est comme ça peut vous faire un fade assez rapide et assez brutal, agressif, enfin, si c'est ce que vous recherchez, en retirant un petit peu ce début de sample où vous pouvez retrouver des clics numériques, par exemple. Et si vous, par exemple, aussi, vous faites des prods électro, et que vous utilisez des sons noise, on va dire ça comme ça, pour faire des transitions, pour augmenter l'aspect du drop ou quoi, ce type de fade est plus agressif, donc il va peut-être aussi mettre en avant davantage cette arrivée sur le drop. On va maintenant parler de la modification temporelle qu'on peut faire avec des fichiers audio, qui peut aussi s'appeler le time stretch. Donc la modification temporelle ou time stretch, ça permet un peu de voir les samples comme de la pâte à modeler, ce qui permet d'accélérer ou de ralentir l'ensemble des pistes d'un morceau, un seul sample, quoi que ce soit. Ça peut être, encore une fois, parmi les trois catégories d'éléments, percussif, harmonique, mélodique. Et c'est souvent utilisé en musique hip-hop, électro, quand on sample du jazz, du blues, de la funk, pour transformer temporellement un sample, ralentir, l'accélérer, rendre des voix un peu plus sympa, un peu plus boosté. La modification temporelle, du coup, ça permet de transformer la vitesse d'une région audio, sans altérer la temporalité globale du morceau. On a encore interviewé Jacques Roulet à propos de sa façon d'utiliser le time stretch. Voici sa réponse. Envoyez Jacques. Je me retrouve avec une loupe que je sens intéressante, mais que je peux rendre encore plus intéressante.
généralement, je vais m'amuser à aller la time stretcher, la cutter et recréer des grooves avec. C'est-à-dire que, mettons, j'ai une loop qui est à 120, je vais la time stretcher à, mettons, 80. Et puis, il y a une autre partie que je vais mettre à 140. On peut jouer comme ça et créer des grooves à partir de loops déjà préenregistrés de drum, pour faire des choses intéressantes. Et la même chose avec la voix, la même chose avec des violons. Il y a toujours des résultats assez intéressants à faire avec ça. Après, préciser comment utiliser un time stretch, Oui, souvent, tu as ton séquenceur que tu actives dans un certain mode et tu as accès donc là au time stretch et tu vas oui, c'est ça. En étirer. fait, dans Cubase, il y a une petite fenêtre que j'ouvre en bas et qui est dédiée à l'édition audio. Donc à ce moment-là, je vais time stretcher là-dedans, je vais pitcher là-dedans, et puis je me fais différentes pistes. Mettons, si j'ai envie d'utiliser la même loop pour l'utiliser de façon différente après, de façon créative, je vais créer, mettons, 2-3 pistes et je vais time stretcher différemment et pitcher différemment pour ensuite après jouer avec ces éléments-là. Il y a différents modes. Après, ces modes-là, c'est plus pour une utilisation corrective ou précise. Quand c'est pour une utilisation créative, je ne vais pas nécessairement jouer avec les modes de time stretch, mais jouer beaucoup plus avec le pitch de la forme d'onde que j'ai. Ça, c'est au moment créatif. Mais au moment de l'édition, par exemple, si tu as une piste de percussion, d'accord, et que Ouais. tu veux l'accélérer un petit peu, sur Logic, en tout cas, par exemple, tu actives le mode time stretch, et dans le mode time stretch, tu vas avoir modification monophonique, modification Oui, tu peux gérer par rythmique, rapport au pitch modification. ou par rapport à... Ouais, ouais, Voilà, et en fonction et sur Ableton Live aussi, c'est différents modes de warp. c'est ça. Ouais. Est-ce que toi, tu pars du concept que, par exemple, si c'est une percussion, tu mets rythmique, tu te poses pas de questions parce que tu sais que c'est celle qui va être la plus fidèle, ou est-ce que tu vas quand même essayer de passer par un autre mode pour vérifier s'il n'y avait pas plus intéressant comme couleur de time stretch? Je le fais pas tout le temps. C'est-à-dire que si c'est pour time stretcher, mettons une crash, ou m'amuser à faire des reverse, ce genre de choses-là, je ne vais pas forcément faire attention parce que c'est un effet. Et un effet, il va passer en arrière dans le mix, il ne va pas être devant. Donc si je cherche le son parfait pour cet effet-là, je perds un peu de temps pour rien. Par contre, si c'est sur la voix ou si c'est sur une loupe de percussion, vraiment, il faut que ça soit tight. Là, je vais tester les modes, donc en formant, pitch, je vais essayer tout ce qu'il y a. Alors un autre élément aussi qui peut être intéressant pour l'édition musicale, ça va être le reverse. Alors, qu'est-ce que c'est le reverse? Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est retourner un sample ou un morceau de piste. La version du coup sonore, comme on dit en français, ça permet donc du coup de retourner ce sample. Et ça permet d'avoir aussi, qu'est-ce qu'on recherche avec ça? Ça permet d'avoir des sonorités atypiques avec du coup l'enveloppe sonore elle-même qui est inversée. Et bah, du coup de mettre en reverse un instrument percussif par exemple, ça fait entendre la dynamique inversée. Donc toute la grosse attaque que vous pouvez avoir sur une snare par exemple se retrouvera à la fin. C'est comme ça qu'on, notamment par exemple en électro, si vous voyez, on arrive à avoir ces montées au moment du drop, comme on l'appelle ici dans ce podcast, d'avoir ces cymbales un peu inversées qui monte progressivement jusqu'au moment du drop. Ce procédé, donc du coup, peut ajouter beaucoup de dynamique lors de passage de séquences dans le titre. Donc mettre en reverse un instrument harmonique, par contre, lui, permet de donner une certaine couleur au son, et cette technique changera du coup la texture, le grain de l'instrument. On aura vraiment un nouvel instrument, un nouveau sample dedans. Et pour cela, on va écouter une nouvelle fois Jacques Roulet, mais qu'est-ce qu'il est bon ce Jaco, qui va nous parler un petit peu de son utilisation du reverse dans ses morceaux. On l'écoute. Une fois que j'ai composé ma track, je vais garder des silences à certains endroits, mettons dans l'intro ou dans le break ou après dans des régions qui vont nécessiter des effets. Si je n'ai pas déjà mis des effets, je peux rajouter en plus en layer des petites parties en reverse. Mettons, je vais utiliser un synthé qui va arriver dans mon refrain. Je vais le prendre en reverse et je vais le mettre dans le break. Je vais le découper après d'une certaine manière, mais déjà le son en fait va arriver pour l'auditeur. Donc on peut utiliser ce synthé en reverse dans le break pour ensuite l'avoir de façon normale dans le refrain. Et le son, enfin en tout cas l'auditeur est déjà habitué au son, donc il est moins surprenant au moment du refrain. Beaucoup sur les voix aussi. Sur les voix pour créer
créer des effets, reverse, puis reverb, puis delay. On peut créer des petites loupes comme ça pour créer des ambiances. Ça, je le fais beaucoup. Reverse sur la batterie, pas trop. Généralement sur des éléments percussifs individuels comme des crashs ou des kicks à certains moments ou des snares. Ça peut arriver pour des transitions. Ajouter un reverse, c'est une façon de remplir sans forcément ajouter un layer. Donc voilà comment il utilise le reverse. On va juste vous montrer par le son et par l'image en quoi ça consiste. Donc voici notre région sonore. Vous la voyez, elle est belle. Voilà, vous l'entendez maintenant. Alors voici le son normal. Voilà, et maintenant on applique le reverse. On voit que donc visuellement sa tête est inversée du coup. Et le début est à la fin est au début. Exactement. Et quand on l'écoute, voici le son. C'est beau, non? Donc après la modification temporelle, il y a une autre modification, c'est la modification de hauteur. La modification de hauteur, qui peut aussi s'appeler la modification de pitch, c'est lorsque l'on va changer la note que fait un instrument. Donc par exemple, si on entend un Do, on a la possibilité de l'entendre à l'octave du dessus, un Do ou octave du dessus, ou un Do à l'octave du dessous, mais aussi toutes les notes, voire des fausses notes, enfin des entre-notes. Voilà en quoi consiste le pitch, ce qui permet dans un premier temps de travailler sur le fait que sur la justesse des éléments pour avoir une prod qui sonne juste, et qui peut aussi permettre dans une vision plus créative pour des musiques de type plus urbaine, plus moderne, que ce soit hip-hop, trap ou que ce soit électro. Ça va permettre de triturer les sons pour avoir encore une fois des sons un peu inouïs ou très atypiques qui vont permettre d'avoir une nouvelle couleur et qui servent le propos de ce type de musique-là. On pense, moi quand je pense au pitch, je pense à Icon. C'est les pitchs à l'ancienne. Ouais, bien sûr. Après, sinon, il y a Quasimoto aussi qui a son concept de pitch bien singulier. Meilleur nom. Et voilà, après, sinon, il y en a plein. Il y a même dans la modification de hauteur, de pitch, on parle aussi, c'est aussi une forme l'autotune. Oui, après, voilà, on en parlait plus généralement que ça peut être appliqué aux instruments, donc au piano, mélodique du coup, avec, qui ont des notes où on peut changer ces notes-là. Mais oui, d'accord, oui, on pense souvent à l'autotune. L'autotune pour la voix, en fait, le traitement pitch pour la voix, ouais. Voilà. Donc du coup, on a il y a différents outils de pitch shifting. Et donc il y en a beaucoup qui ont directement dans les DAW, dans vos programmes, c'est intégré à l'intérieur. Il suffit de le trouver. Il est sur Ableton, sur Logic, sur Pro Tools si je ne m'amuse aussi. Voilà. Mais sinon, pour ceux qui veulent vraiment un traitement de qualité, par exemple pour les voix, notamment, on a bien sûr, comme on disait, l'autotune. Melodyne aussi. Melodyne aussi. Vous avez aussi un très bon qui m'a été recommandé récemment et que je dois essayer, c'est Nectar qui est pas mal justement. On m'a dit que du bien là-dessus et que voilà, la petite différence aussi c'est que Autotune et Nectar pour les autres je ne sais pas, vous pouvez faire de la modification du pitch shifting en live. Ça veut dire que lorsque vous chantez directement dans votre micro, l'autotune et ce pitch shifting sera appliqué Melodyne. Ça sera en 2 temps. Vous enregistrez, vous transférez sur Melodyne et ensuite vous pouvez travailler dessus. Mais ça, ce n'est qu'un petit détail dans le choix de vos outils. Ouais. Et en fait, pour un fichier audio, il y a certaines possibilités qui sont mises en place de transformation. Et ce que fait Melodyne, c'est qu'il va tenter de créer de trouver dans l'audio des notes, de trouver les notes et d'en créer donc des blocs MIDI qu'après on va pouvoir modifier avec les règles du MIDI. C'est ça. On va voir juste après parce que là on est dans les transformations audio, mais on va très prochainement passer dans les transformations MIDI. Mais on va d'abord écouter Jacques Roulet qui nous parle de la façon dont il utilise le pitch dans ses productions. Que la voix soit trop répétitive à certains endroits, juste changer le pitch de +1 ou 1. Et si c'est des petits bouts de vocaux qui sont en fin de phrase ou au milieu d'une phrase, ça peut
créer un petit peu de variété et donc moins d'ennui pour l'auditeur. D'accord. Après, en restant dans la gamme, hein, mais si tu peux, en changeant un tout petit peu, puis même parfois avec pas forcément des semitones directement, mais des centièmes, des cents, là. Ouais, les cents. Jouer un petit peu avec Ou ça. les formants, ou les... Enfin, c'est en fait, il y a d'autres variables dans les pitchs, assez intéressant, c'est qu'il y a d'autres variables que juste la hauteur. C'est qu'on peut garder la même ligne mélodique initiale, mais en changeant les cents ou les formants, en faire une voix beaucoup plus grosse ou une voix de souris. Ça aide beaucoup pour le mixage. Si on va avoir des layers, on peut jouer avec les cents. Et mettons, on va augmenter de 10 cents à droite et réduire de 10 cents à gauche. Et ta voix centrale va sortir beaucoup plus large. Ok. Sans forcément utiliser un semitone qui, lui, va faire sonner énorme et puis déphasé. Enfin, ça va partir trop loin. Merci Jacques pour cette explication de l'utilisation du pitch. Nous avons vu les transformations des fichiers audio, mais il existe d'autres fichiers qui sont les fichiers MIDI et nous allons commencer à en parler. Alors, vous en avez un peu très brièvement parlé dans l'avant-dernier podcast sur le Home Studio, mais maintenant on va Quand on parlait des dos, on parlait des différentes fenêtres avec la fenêtre donc d'édition audio et la fenêtre d'édition MIDI. Exactement. Donc là, on y est. Dans ces fenêtres-là que se font les transformations dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et celles dont on va vous parler. Donc pour les notes MIDI, ça se représente sous la forme de blocs qui sont au sein d'une grille temporelle qui est la grille de notre composition en fait. Et l'axe horizontal correspond au temps et l'axe vertical correspond aux hauteurs. Voilà, sur la plupart des programmes aujourd'hui, vous aurez un piano à la verticale, en tout cas une image de piano du clavier à la verticale pour vous indiquer un petit peu qu'est-ce qui correspond à quelle note sur la grille verticale de hauteur. Avec le MIDI, on peut faire des transformations lors de l'édition. On peut faire des transformations comme en audio temporel, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il suffit d'étirer pour allonger la durée de la note le bloc ou de le raccourcir pour diminuer sa durée. C'est ça, aussi simple que ça. Si on veut mettre cette note à un autre endroit dans la grid, il suffit de prendre le bloc dans la région et de le déplacer dans cette région-là. Ouais. C'est bien, c'est un bon moment pour faire des expériences justement. Moi, au niveau personnel, c'est pour moi l'un des meilleurs moments. C'est ce que je recherche assez souvent inconsciemment, c'est l'erreur, le bug, le mauvais placement de ces blocs, des régions audio ou MIDI, etc. Et c'est là où on trouve justement le petit côté nouveau, surprenant, mais pas choquant. Voilà, c'est toujours une bonne... je pense que c'est un bon mantra à s'appliquer lorsqu'on compose, c'est essayer de surprendre l'auditeur sans jamais justement le choquer, vraiment, le faire vraiment une erreur et assumer carrément cette erreur. Donc une autre transformation MIDI qui est possible par édition, ça va être la modification de hauteur. Comme pour l'audio. Voilà, mais encore qui est aussi simplifié en MIDI. Donc tout simplement, si on veut jouer une note et qu'on la veut plus aiguë, on va la monter sur le champ vertical de notre fenêtre d'édition MIDI. Et par contre, si on veut un son plus grave, on va la monter aussi. La baisser. Exactement. Ah, le petit piège. Si on a une séquence qui nous plaît, mais qu'on voudrait qu'elle soit une octave plus haut ou une octave plus bas, il va falloir soit monter de 12 cases, soit descendre de 12 cases qui correspondent aux 12 demi-tons de la gamme. C'est ça. Pour arriver soit à la gamme du dessous, soit à la gamme du dessus. Et en plus, ça prend jamais beaucoup de temps, mais c'est toujours intéressant lorsque vous composez du MIDI de tout mettre une octave au-dessus, en dessous, 2 octaves. Voilà, faites l'expérience tout de même, ça vaut le détour. Et donc du coup, l'un des derniers points pour tout ce qui est transformation MIDI, on va parler aussi de la vélocité ou velocity. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la vélocité, Alors, la vélocité, c'est la puissance du jeu de l'instrumentiste. En classique, les termes, par exemple, piano, forte, mezzo, c'est des indicateurs de vélocité.
La vélocité en MIDI, c'est beaucoup plus mathématique, c'est que c'est compris entre 1 et 127, 1 étant le pianissimo, simo, 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 et 127 étant le maximum Le fortissimo, maximo, simo, simo, quoi. simo. Et voilà. Et donc, si on a joué une séquence qu'on trouve très bien, mais qu'elle nous paraît trop agressive ou qu'elle sort du mix, mais pourtant elle n'est pas forte et qu'on ne sait pas trop comment faire, et ben peut-être que baisser la vélocité va régler quelques petits problèmes. Exactement, ouais. Voilà, inversement, si c'était pas assez fort. Et puis, il y a quand même aussi la possibilité, avec les séquenceurs audio numériques, c'est d'humaniser le jeu au point de vue de la dynamique, donc au point de vue de la vélocité. Parce que, par exemple, si on compose avec son ordinateur, avec le clavier de l'ordinateur, tout va être joué sur la même vélocité. Ce qui peut être pratique pour certains styles de musique, par exemple électro, parce que comme ça c'est bien normé et on est sûr que ce sera bien, mais pour d'autres styles de musique qui nécessitent d'avoir un aspect un peu plus humain, un peu plus vivant, dans ce cas-là, il y a la possibilité dans ces logiciels d'humaniser cette vélocité en faisant en sorte que dans un seuil disons de 50 à 70, donc dans les valeurs qui correspondent à la vélocité, que toutes les notes vont être jouées dans ce seuil-là, ce qui fait qu'on a un écart entre le plus faible et le plus fort qui est mesuré et qui va pas être perturbant au point de vue du mix ou au point de vue de l'écoute, mais qui va juste rajouter un peu de vie. Un peu d'humanité dedans, ouais. C'est toujours bien, ouais. Donc en fonction des styles qu'on fait, ça peut être intéressant de penser à cet écart de seuil de vélocité. Bien sûr, carrément. Moi, je fais pas mal d'électro, et un truc que je fais assez souvent, ou en tout cas c'est un des premières choses que je teste, c'est lorsque j'ai par exemple 3 à 4 accords qui me font ma partie harmonique, et ensuite j'ai un autre synthétiseur qui fait mon lead, ma partie mélodique. J'aime bien mettre d'abord en première expérience la mélodie avec une vélocité assez énervée, et ensuite d'avoir tout ce qui est harmonique, donc du coup ce qui est derrière le mélodique, avec une faible vélocité, parce que ça peut être les deux mêmes synthétiseurs mais avec deux jeux du coup très différents, et ça apporte énormément au concept justement de en fond et en avant entre les deux synthétiseurs. Voilà, on a encore une nouvelle fois échangé avec Jacques Roulet à propos de la vélocité et comment lui il l'utilise, et voici sa réponse. On l'écoute. Dans le genre de musique que je fais, la vélocité, ça importe de la manière où il faut avoir de la variation. Est-ce qu'il faut avoir des crescendo ou des décrescendo? Je pense pas, c'est pas essentiel, sauf pour, mettons, des parties où il va y avoir une accélération, on va peut-être faire un crescendo dans les vélocités. Mais généralement, mettons pour une piste de hi-hat, on va mettre des vélocités qui vont être aléatoires. Donc on peut générer des vélocités aléatoires avec tous les logiciels. C'est agréable parce que ça fait gagner pas mal de temps. Donc juste à faire sa loupe, puis sélectionner tous les petits carrés. Et puis on va générer des vélocités qui vont être, mettons, entre 80 et 100. Et ces vélocités-là vont être automatiquement toutes différentes. Après, je vais retoucher ces vélocités en fonction du temps, dans la mesure où est-ce qu'ils sont placés. C'est-à-dire que si c'est un downbeat ou si c'est un premier beat, on ne va pas avoir la même intensité. On va pouvoir peut-être faire ressortir plus le downbeat que le premier beat sur des hi-hats, et inversement avec des kicks. À voir. Après, tout dépend du groove qu'on veut obtenir. Mais oui, je joue pas mal avec les vélocités, c'est important. Et puis surtout pour les synthés, de la même manière, quand on joue une piste mélodique, on veut avoir des vélocités différentes. Si ça a été joué à la souris, il faut générer des vélocités, c'est sûr. Pour finir cet épisode sur l'édition musicale, il y a une dernière transformation que l'on peut faire sur les fichiers MIDI. Et alors, c'est une double transformation, c'est la quantification et le swing. La quantification MIDI, en fait, c'est l'action de replacer automatiquement des notes MIDI exactement sur une grille temporelle. Pour ce faire, on va choisir un pas de quantification, c'est-à-dire si on veut quantifier à la ronde, à la croche, au triolet. Et après, on va appliquer ce pas de quantification à notre sélection. Et ça va déplacer plus ou moins les blocs, les notes,
sur la Et grille. d'ailleurs, il est même possible de faire cette quantification sur la durée des notes, voilà, pour avoir la même longueur de notes partout. Ça permet d'avoir vraiment une partition MIDI vraiment très tight, très précise, très, très clean en fait. Tout à fait. On va maintenant écouter Jacques Roulet qui va nous parler de la façon dont il utilise la quantification et qu'il l'appelle, lui, la quantisation. C'est un ouf, mais on l'écoute. Moi, je quantise tout. C'est simple. J'adore le quantize. C'est pratique. On quantise. Après, on quantise à la mesure, à la demi-mesure, à la noire, à la croche, tout ce qu'on veut. Quantise, même aux triplettes, tout. Et puis après, une fois qu'on a quantise, si on trouve que c'est trop quantise, eh ben, on va jouer avec la partie du swing. L'outil swing, c'est un peu l'inverse de l'outil quantification. C'est-à-dire que lorsque les éléments MIDI sont trop tight, qui sont trop sur la grille et qui peuvent sonner un peu mécaniques, on a la possibilité avec l'outil swing de les décaler temporellement très légèrement un peu avant ou un peu après pour travailler un groove. Et ça peut être utile car l'intérêt de ne pas avoir tous les éléments qui sont tous en même temps, c'est que si on les décale de millième de seconde, on va mieux les entendre, oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Faut faire attention. Enfin, disons que c'est super de quantiser, mais après, ne pas hésiter à, sur des temps forts, même limite, de déplacer un peu, parce que c'est souvent sur les temps forts que les éléments vont se retrouver. Donc, de déplacer un peu certains en avant ou en arrière en fonction du groove qu'on souhaite, si on veut que ce soit un peu devant ou un peu derrière. Ouais. Et voilà, et ça va être plus musical et ça permettra d'avoir une couleur peut-être un peu plus... qui va être plus vivante, déjà, c'est sûr. Bien vu. Oui, sur les temps forts, généralement, on va faire attention à déplacer les éléments qui ne vont pas être en premier plan, mais qu'on doit entendre quand même. On va les faire jouer un tout petit peu après, ou un tout petit peu après, pas un tout petit peu avant, parce que ça va gêner. Mais toujours un tout petit peu après, on va déplacer les éléments percussifs qui vont taper en même temps que la grosse caisse. On ne peut pas les avoir pareils, ou alors la basse, on va la décaler un tout petit peu. Ça ne va pas changer grand-chose, mais ça va aider quand même à la perception et à l'écart entre les deux instruments. Parce que la musique, c'est une histoire de contraste, donc il faut se retrouver avec des différences peu notables, mais des différences quand même. Donc merci Jacques Roulet qui parle de quantize ou de quantification. Comme il nous explique, le swing, voilà, ça va permettre d'humaniser un petit peu temporellement le jeu. Voilà, s'il vous paraît un peu trop droit, c'est pas un défaut pour la plupart des styles électro, mais voilà, ça peut apporter un groove énormément et rajouter un peu vraiment d'humanité dans sa partition MIDI. C'est une très bonne méthode pour avoir un peu plus de vie dans sa musique. Et donc voilà pour l'édition musicale. Donc voilà, c'est notre 4e podcast. On a le 5e qui traitera du mixage. On espère que celui-ci vous aura aidé, vous aura plu au moins. Et puis on vous retrouve très vite. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des demandes ou alors vous voulez plus de tool tips par rapport à vos créations, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Pendant ce temps, si ce contenu continue de vous intéresser ou alors si vous êtes nouveau, vous êtes tombé dessus par hasard et que ce style de format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. La production continue, on vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Bisous à tous.